Alors que les États-Unis sont englués dans une crise sociale et économique depuis 1929, le président américain Herbert Hoover voit sa popularité s'effondrer. Fidèle à la pensée libérale, il fait confiance aux entreprises et aux marchés pour permettre le redémarrage de l'économie. L'échec de cette stratégie et quelques phrases maladroites entraîneront sa défaite aux élections présidentielles de 1932. C'est donc sans surprise que le candidat démocrate, Franklin Delano Roosevelt, emporte la victoire en novembre 1932 avec 59% des voix et 472 grands électeurs sur 531. Durant sa campagne, le nouveau président a promis un New Deal, mais était resté assez flou sur les mesures concrètes. Néanmoins, lorsqu'il arrive au pouvoir en mars 1933, il va s'entourer de diverses personnalités, telles que les universitaires Tugwell et Berle, qui considèrent que l'État doit plus intervenir dans l'économie, ou encore l'avocat Felix Frankfurter et le banquier Mariner Eccles, qui recommandent une stratégie de relance via une augmentation des dépenses publiques. Durant ces 100 premiers jours, la nouvelle administration se concentre sur 3 axes principaux. Intervenir dans l'économie pour la réorganiser, assurer une aide directe aux plus démunis, et faire de l'État fédéral le principal régulateur économique. La première étape du New Deal est mise en place entre 1933 et 1935. La priorité est alors de sauver le système bancaire durement éprouvé par la crise. Cela passe notamment par la création en 1933 du Federal Deposit Insurance Corporation, qui garantit les fonds des banques de dépôt en cas de faillite. D'un autre côté, 2 organismes sont créés afin de permettre de réguler les activités boursières et immobilières. La Securities Exchange Commission, qui devient le gendarme de la bourse à partir de 1934, et la Federal Housing Administration, qui, la même année, va contrôler le marché du logement et garantir les prêts hypothécaires. Enfin, une coupure nette entre banques d'affaires et banques de dépôt est décidée. De plus, d'un point de vue monétaire, Roosevelt décide en 1933 d'abandonner la convertibilité du dollar en or, avant de dévaluer la devise américaine de 41% en 1934. Néanmoins, l'augmentation du stock d'or en réserve rassurera le grand public. D'un autre côté, les aides publiques sont distribuées par les États fédérés et les municipalités, et plusieurs programmes ou organismes sont créés pour relancer l'économie. On retrouve ainsi le Civilian Conservation Corps, programme qui permet sous certaines conditions de trouver du travail à de jeunes Américains, la Public Works Administration, organe qui négocie avec des entreprises du privé pour la réalisation de grands travaux, le Tennessee Valley Authority, lancé en mai 1933, qui réalisa de grands aménagements en construisant notamment une vingtaine de barrages régulant le cours des fleuves et produisant de l'électricité, l'Agricultural Adjustment Act, qui encourage les fermiers à réduire les surfaces cultivées, ou encore le National Industrial Recovery Act, inspiré de Gerard Swop, président de General Electric. Le principe étant que les entreprises de chaque branche devaient élaborer des codes fixant des prix à minima et à maxima, ainsi que des quotas de production. Suite à des résultats en demi-teinte et au marasme ambiant, une deuxième phase plus étatiste du New Deal est lancée entre 1935 et 1937. Ainsi, en août 1935 est mis en place le Social Security Act, qui instaure une allocation chômage gérée par les États et financée par un impôt fédéral sur les entreprises. Dans le même temps, un régime de retraite financé par les employeurs et les salariés de l'industrie est mis en place. D'un autre côté, le National Labor Relations Act, également voté en 1935, et aussi appelé loi Wagner du nom du sénateur de New York qui a introduit la loi, permet aux ouvriers de former leurs propres syndicats, faire grève et négocier des conventions collectives. La même année, la Work Project Administration est créée. Cette agence prendra en charge la rénovation ou la construction de nombreuses infrastructures telles que des parcs, des écoles ou encore des routes. Enfin, en 1938, le Fair Labor Standards Act institue un salaire minimum qui permettra d'augmenter les rémunérations de près de 700 000 travailleurs américains. Ce texte interdira également le travail des enfants dans les travaux pénibles et réglementera les heures supplémentaires. Comme on l'a vu un peu plus tôt, les résultats en demi-teinte de la première phase du New Deal avaient convaincu Roosevelt de passer à l'étape supérieure.
Néanmoins, même si les résultats économiques se sont améliorés entre 1935 et 1937, la fin de l'année 1937 voit un ralentissement de l'activité qui se confirme au printemps 1938, où le taux de chômage est encore de près de 20%. De plus, alors que la Seconde Guerre mondiale a débuté en Europe, la production industrielle américaine est toujours inférieure au niveau de 1929. Il faudra attendre l'entrée en guerre des États-Unis pour que la production redémarre grâce à l'industrie militaire. En attendant, dans le Sud, si la politique agricole a permis aux grands exploitants de mécaniser les cultures de coton et de riz, les petits agriculteurs souffrent de la réduction des surfaces cultivées et nombre de petites exploitations ne survivront pas. En revanche, les progrès sociaux sont indéniables. Malgré les alternances politiques entre démocrates et républicains, le principe de surveillance et de gestion étatique n'a pas été remis en cause, même sous les administrations les plus libérales. La première raison est sans doute liée au pragmatisme de Roosevelt, qui n'était pas convaincu par Keynes et sa politique de déficit budgétaire. Ainsi, le président américain n'a pas mis en place un système purement étatiste, mais a privilégié un compromis privé-public. La logique d'une certaine forme de planification est rapidement abandonnée, comme le montre l'arrêt de la NRA, National Recovery Administration. Une intervention souple, parfois bien vue par les entrepreneurs, est privilégiée. C'est par exemple le cas de la Federal Communications Commission, créée en 1934, qui attribue les fréquences radio et les licences téléphoniques et qui garde encore aujourd'hui un rôle d'arbitre. La deuxième raison est que la création de commissions chargées de surveiller ou d'administrer des secteurs particuliers n'était pas nouvelle. Ainsi, en 1887, était créée l'Interstate Commerce Commission qui réglementait les chemins de fer, alors qu'en 1913, Wilson avait déjà créé la Réserve fédérale. En revanche, les organismes de grands travaux et les politiques de redistribution cesseront après la dépression. Seuls quelques programmes d'aide seront maintenus après-guerre, mais l'État fédéral n'adoptera jamais de politique redistributrice à l'européenne. Le modèle mis en place entre 1933 et 1938 reste à ce jour une exception dans l'histoire américaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Beaucoup d'acronymes et de non-organismes un peu barbares dans cette vidéo, sur un sujet pas forcément facile à résumer en quelques minutes. N'hésitez pas à réagir et à commenter pour me dire ce que vous pensez de la politique menée par Roosevelt après la crise. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.